pour l'accueil. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler de choc. Et puisque je m'intéresse comme chercheur universitaire à la publicité sociale et particulièrement à celle qui mise sur le choc pour persuader, mais c'est sous cet angle-là de la pub sociale que je viens vous en parler. Alors, c'est quoi une publicité sociale? À quoi ça sert? À conscientiser une population cible, des ados, des fumeurs, des conducteurs téméraires, des gens sédentaires, la population générale, à un problème qui comporte des risques pour soi, pour autrui, pour la société, en l'amenant à adopter des attitudes et ultimement des comportements qui sont jugés plus socialement responsables, acceptables ou du moins plus adaptés à une finalité de bien commun. Quand on parle de pub sociale, souvent on l'associe d'emblée à publicité choc. Alors que même si le choc, la menace, la peur, c'est effectivement une stratégie communément utilisée en pub sociale, c'est loin d'être la seule, mais c'est de loin celle dont on se rappelle le plus, celle qui frappe l'imaginaire. Alors, on a recours à la publicité sociale dans divers domaines, particulièrement en santé, en sécurité routière, qu'on pense à toutes les campagnes de prévention en tabagisme, prévention des ITS, SIDA, prévention de divers types de cancers, prévention des accidents de travail, des accidents de la route, etc. Mais aussi, depuis quelques années, on a recours à la pub sociale pour conscientiser à des problématiques environnementales, sociales, humanitaires, comme la disparition d'espèces animales, la pauvreté, la violence conjugale, la situation des enfants soldats, etc., etc. Au Québec, une des premières campagnes choc, sinon la première, ça a été celle signée par la Société d'assurance automobile du Québec, communément appelée la campagne Sophie B, 1993. Donc, les plus vieux, comme moi, d'entre vous, peut-être vous en rappelez de cette campagne-là. On voyait dans cette pub-là un jeune homme blessé à la tête qui pleurait, puis qui avait des flashbacks d'une virée en voiture avec sa copine Sophie et de l'accident qu'il avait eu en raison d'une vitesse excessive. Et dans cette pub-là, on voyait des images graphiques mais réalistes de la tête de Sophie B qui se fracassait contre la vitre du passager, la tuant sur le coup. Le slogan de cette pub-là, « La vitesse tue », a été repris dans maintes et maintes campagnes par la suite, mais est longtemps resté associé à cette pub-là précise, une pub qui, en quelque sorte, a marqué la mémoire collective québécoise. Et à l'époque, ça avait soulevé un certain tollé. Il y a des téléspectateurs qui s'étaient notamment plaints en raison du fait que cette pub, qui ne visait pas des enfants, était tout de même vue par des enfants. Et donc, ça en était suivi tout un débat éthique qui a toujours cours aujourd'hui, et dans lequel je n'entrerai pas, on pourra en parler après si vous voulez, mais qui a notamment donné lieu à une réglementation quant aux heures de diffusion permises de ce type de campagne-là. Aujourd'hui, quand je présente cette pub précise-là à mes étudiants de bac qui ont 20-22 ans, qui sont nés à l'ère d'Internet et donc à l'ère d'une accessibilité quasi sans borne à toutes sortes de contenus, dont des contenus très violents, mais ils la trouvent risible tant elle est peu choquante pour eux. Donc, ça soulève d'une part, évidemment, la question de l'évolution du niveau de choc qui est nécessaire d'atteindre pour faire réagir, mais aussi, d'autre part, de l'efficacité d'un haut niveau de choc pour entraîner des changements dans les mentalités, dans les comportements. Avant de vous entretenir sur les effets, l'efficacité de la pub choc, je prends quelques minutes, et là, je mets vraiment mon chapeau académique pour vous entretenir des principes de ce type de pub-là. Donc, grosso modo, le principe, c'est qu'on présente une menace, une conséquence négative à laquelle l'individu, le public cible, s'expose s'il continue de faire le comportement qui est incriminé par l'annonceur publicitaire. Donc, s'il continue de fumer, de consommer des drogues, de ne pas faire d'exercice, de conduire en état d'ébriété, d'avoir des rapports sexuels non protégés, etc., etc. Il y a différents types de menaces. Il y a une menace qu'on appelle de type social, par exemple, qui va viser, où on va miser plutôt sur le rejet, l'exclusion, la perte d'amis. Ce type de menace-là peut avoir un certain impact
par exemple, auprès d'une population d'adolescents, chez qui l'estime de soi, l'image de soi se construit beaucoup à partir des relations sociales. Alors, si au sein d'une campagne de prévention, on dit, bien, si tu contractes une ITS, que ça se sait, tu risques de te faire rejeter par tes amis, cet argument-là, cette menace sociale-là, risque d'avoir beaucoup plus de poids qu'une menace de type psychologique. On dirait, bien, ça va créer du stress ou ça va t'empêcher de te concentrer. La menace économique, bien, on va miser ici sur une perte d'argent, d'avoir, comme conséquence négative d'un comportement ou d'une pratique à risque. Ça peut être approprié pour certains types de comportements, notamment le jeu compulsif. La menace physique, c'est le type de menace la plus communément utilisée en pub sociale, particulièrement en santé et en sécurité routière. Et là, on va miser sur le risque de blessure, de maladie, de mort, comme ultime menace à une pratique dangereuse. Ensuite, en fonction de la sévérité perçue de la menace, est-ce que je trouve ça grave de perdre mes amis, de perdre mon permis de conduire, d'avoir mauvaise haleine, de contracter une ITS, de rester paraplégique pour le reste de mes jours, de mourir? Et en fonction de la vulnérabilité perçue, c'est-à-dire, est-ce que je me sens vulnérable à cette menace-là? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que, compte tenu de mes comportements actuels, il est possible, probable que je fasse un accident qui risque de me tuer, que je contracte une ITS, que je développe un cancer X? Donc, en fonction de l'intensité de ces deux éléments-là, sévérité, vulnérabilité, va se créer un inconfort, un sentiment d'inconfort psychologique. Il y a des auteurs qui vont parler de peur, il va se créer de la peur. Pourquoi? Parce que quand on parle de pub sociale choc, on appelle ce type de stratégie-là un appel à la peur. En anglais, on va parler de fear appeals. Personnellement, je trouve ça beaucoup trop réducteur de parler de peur parce que de fortes menaces n'engendrent pas nécessairement de fortes réactions de peur, ni même de la peur tout court. Alors, je préfère parler d'inconfort dont on va chercher à se débarrasser pour retrouver un équilibre, pour retrouver un réconfort psychologique. Et avant de vous parler des moyens pour se réconforter lorsqu'on est exposé à une pub choc, je fais juste une grosse parenthèse pour vous dire qu'un des problèmes liés à l'utilisation d'une menace en pub sociale, même d'une menace choc de mort, c'est qu'au-delà de la nature dramatique, tragique, choquante des images qu'on nous présente, bien, cette menace-là, souvent, elle est incertaine. C'est une probabilité. Si vous faites un accident causé par la vitesse excessive, il est possible que vous mouriez. C'est pas sûr, c'est probable. Ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça n'arrive pas. Cette menace-là aussi, elle est souvent lointaine. Si vous continuez de fumer, il est possible que dans 10 ans, dans 20 ans, vous développiez un cancer du poumon. C'est pas sûr, c'est plus probable que si vous ne fumiez pas, mais si ça arrive, un jour peut-être plus tard, ça risque de vous tuer. Et donc, ces deux éléments-là d'incertitude et d'horizon lointain, ces deux éléments qui ne favorisent pas le sentiment de vulnérabilité nécessaire au changement de comportement, à l'adoption d'un comportement plus responsable. Et souvent, on entend dire qu'un des défis, un des problèmes liés à la modification du comportement, c'est ce sentiment d'invincibilité, d'invulnérabilité à la menace qui habite une large part de la population cible. D'autant plus que, comparativement à la gratification immédiate que confère une pratique à risque, le plaisir de fumer, l'ivresse de boire un coup, même si on sait qu'on conduit après, la plus grande sensibilité de rapports sexuels non protégés, le sentiment de puissance quand on accélère sur la route, le high d'une drogue X, bien, comparativement à cette gratification immédiate-là, le comportement responsable, lui, fait souvent pas le poids. Il est plate. Il exige des sacrifices beaucoup trop importants, surtout compte tenu du fait que ces bénéfices sont incertains, sont lointains et en plus exigent souvent la modification d'habitudes très, très bien ancrées. Alors, une des nombreuses questions que vont se poser chercheurs praticiens, c'est bien, comment on fait pour renverser la vapeur? Comment on fait pour faire en sorte que les coûts qui sont associés à cette pratique dangereuse soient perçus comme étant plus importants que ceux liés à l'abandon de cette pratique-là et à l'adoption d'un comportement plus responsable? Et ensuite, comment on transpose ça dans une stratégie persuasive et comment on le met en scène dans une pub sociale? Fin de ma grande parenthèse. Je reviens, je tends à faire beaucoup de parenthèses, donc désolée à l'avance. Sentiment d'inconfort. Dès lors qu'on ressent un certain inconfort quand on est exposé à une pub choc, on va chercher à s'en débarrasser.
Et donc, théoriquement, il y a différentes voies, en fait 2 principales, des voies persuasives, des voies qu'on va emprunter, il y en a 2, pour se réconforter. La première voie, qu'on dit une voie adaptative parce qu'elle mène à l'adoption d'un comportement plus responsable, plus acceptable, c'est la voie du contrôle du danger ou le contrôle de la menace. Donc, l'individu qui se sent vulnérable, qui voit la pub choc, se dit « Oh mon Dieu, je devrais arrêter ma pratique dangereuse, je vais adopter la recommandation prescrite dans la publicité. » Évidemment, si c'était aussi facile, ça serait merveilleux. Et ce n'est pas une voie qui est couramment empruntée, puisqu'il y a énormément de freins, de facteurs qui vont entraver l'adoption d'un comportement socialement responsable. Donc, généralement, qu'est-ce que les gens font quand ils sont exposés à une pub choc? Ils empruntent la voie du contrôle de la peur. Ils se disent, ils vont utiliser toutes sortes de mécanismes de défense pour se réconforter. Par exemple, ils vont se dire, bien voyons, ça se peut pas, c'est exagéré, ça ne m'arrivera pas. Ils vont éviter de s'exposer, zapper, baisser le son, juste éviter, rejeter le message. Ce qui va en large part déterminer le choix de la voie empruntée, c'est une condition essentielle qu'on appelle l'efficacité perçue. Est-ce que, quand on parle d'efficacité perçue, c'est tant de la recommandation qui a présentée dans le message pour éviter la menace? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Donc, simple recommandation pour éviter de contracter une ITS, porter un préservatif. Recommandation. Ayez un chauffeur désigné. Prenez un taxi. Faites de l'exercice 3 fois par semaine. Parlez-en à une personne de confiance. Ce sont des recommandations souvent incluses dans la pub sociale pour éviter les conséquences négatives. Donc, 1, est-ce que je considère que cette recommandation-là, elle est efficace pour réduire les risques? Et 2, surtout 2, est-ce que je me sens capable de mettre en œuvre, de mettre en pratique cette recommandation-là? Parce que la personne a bien beau trouver ça très efficace de porter un préservatif pour éviter des ITS, mais savoir que dans le feu de l'action, pour toutes sortes de raisons, elle ne sera pas capable parce que c'est la dernière chose à laquelle elle va penser. Donc, le sentiment d'auto-efficacité n'est pas là. Il va donc nuire à l'adoption du comportement responsable. Alors, ça suppose que pour optimiser son efficacité, une pub sociale doit présenter une recommandation claire qui soit perçue comme étant efficace. Et c'est loin d'être toujours le cas. Souvent, on est exposé à un paquet d'images chocs sans qu'il y ait de solution proposée pour éviter ces conséquences-là. Ça nous laisse, ou ça laisse le récepteur dans un état d'inconfort, voire de détresse psychologique qui va augmenter, exacerber les risques d'utiliser toutes sortes de mécanismes de défense qui mènent au rejet du message. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la menace, le type de menace le plus souvent utilisé en pub sociale, choc, c'est la menace physique. Et que l'ultime menace physique, c'est la mort. Et c'est souvent la mort qu'on met en scène de manière choquante. Ce qui m'amène à vous parler brièvement de la mise en scène du réalisme de la mort. Et je vous présente dans quelques instants une série de publicités. D'abord, la mort peut être dépeinte de manière très symbolique. On va utiliser des analogies, des métaphores, on va occulter complètement la dimension trop choquante. Puis ça peut donner lieu à des pubs très esthétiques, imagées, voire poétiques dans certains cas. La mort peut aussi être dépeinte, représentée de manière concrète, plausible, réaliste. On a une mise en scène très professionnelle, soignée. Et au Québec, quand on parle de pub choc, qu'on pense au pub La SAAC, par exemple, on reste dans ce niveau, dans ce registre de réalisme-là. Comparativement à des pays comme l'Australie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, où le niveau de choc en publicité sociale est vraiment une coche au-dessus. On va parler, dans ces cas-là, d'hyper-réalisme, de pubs hyper-réalistes, où on a l'impression parfois que ça a été tourné caméra à l'épaule, un peu à la manière d'un documentaire choc, à la manière de cinéma vérité, et où les images montrées, le niveau de choc est à la limite, voire dépasse dans certains cas la limite du soutenable pour certaines personnes. Je fais une autre petite parenthèse sur le climat. Ces pubs-là, australiennes, anglaises, durent généralement plus longtemps que les pubs auxquelles on est habitué ici, 60, 90 secondes. Une pub de la SAAC, par exemple, dure en moyenne 30 secondes, très rarement plus. Quand on a de 30 à 60 secondes de plus dans une publicité,
bien, ça peut faire la différence, ne serait-ce que pour instaurer un certain climat émotionnel qui peut faire la différence sur la réflexion, les attitudes et éventuellement l'adoption d'un comportement plus responsable. Un climat qu'on n'a pas le temps d'instaurer dans le cadre d'une pub de 30 secondes. Fin de ma petite parenthèse. La mort comme ultime menace dans une pub peut aussi être dirigée directement vers le récepteur de la publicité, ce que j'appelle une stratégie de type égo. On va s'adresser directement au récepteur en lui exposant le risque de mort pour lui. Si vous dépassez les limites de vitesse de manière excessive, vous risquez de faire un accident mortel et d'y laisser votre peau. À l'inverse, la mort peut être orientée, dirigée, cette menace-là, vers quelqu'un d'autre que le conducteur. Un conjoint, une conjointe, des enfants, un piéton, un cycliste. Et on vise ici à provoquer un sentiment de culpabilité face au risque de peut-être tuer quelqu'un d'autre si on continue avec notre pratique à risque. Ce que j'appelle une stratégie altère. Si vous conduisez en état d'ébriété, que vos enfants sont assis derrière, que vous faites un accident, vous risquez de les tuer. Il y a aussi des pubs que j'appelle mixtes quant à la cible de la menace où on expose le risque de mort tant pour soi que pour quelqu'un d'autre. Alors, petit intermède publicitaire, je vous présente 4 publicités qui varient quant à ces différents paramètres-là. Donc, vous allez voir une pub symbolique, une pub réaliste, 2 pubs hyper réalistes, égaux, altères, mixtes. Les 2 dernières pubs que je vous présente, les pubs hyper réalistes, vous allez un peu comprendre ce que j'entendais par climat émotionnel. Elles durent un peu plus longtemps. Elles sont hyper réalistes, donc plus choquantes. Alors, petit avertissement, cœur sensible, s'abstenir. Si vous voulez, vous pouvez user de tous les mécanismes de défense que vous voulez pour vous réconforter. Et si vous voulez, on en parlera lors de la période de discussion. Pierre est en retard. Il n'arrivera jamais à destination. Il a oublié, comme on oublie trop souvent, que rouler au-dessus de la limite permise pour gagner quelques minutes, c'est risquer sa vie. Toute une vie pour quelques malheureuses petites minutes. Quickly, into the car. Help Mum get into the seat. Should I give the Kinder a call and let them know you'll be late? No, it's fine. Sure? See you soon. Why are you so angry, Mummy? I'm sorry, darling. I'm not really angry. We're just in a hurry to pick up Sam. Is Sammy waiting for us? Yes, he is. Where are we going? It's just a different way, darling. It's a bit quicker. Are we already there yet? Yes, we are. Oh, Scotty! Scotty! What have you done? Oh, I'm sorry. I'm sorry. This is Christmas. You feel me touch you here? What have you done? Said I'd get a friggin' taxi! Another People speak year so late. Does anybody think we should keep going? and you want just Find out if there's any next of begun. kin. Damn you! Bloody vote! And so this is Christmas. I hope you have fun. I wasn't drunk! Didn't understand what And you've done. even the dear Passenger from the ones, other vehicle has died. the old and the young. A Merry, Merry Christmas
and a happy new year. Let's hope it's a good one, without any fear. So this is Christmas. Ça va? Alors, certaines de ces images-là avec lesquelles je vous bombarde depuis tout à l'heure vont vous rester en tête pour un petit bout. C'est normal, ce qui dérange, ce qui choque, ce qui est négatif, ça a le pouvoir d'attirer notre attention puis de laisser une trace en mémoire qui est beaucoup plus importante que celle laissée par des stimuli positifs. Ce phénomène-là, qu'on appelle le biais de négativité, est très, très documenté dans toute la littérature scientifique en psychologie des médias. Est-ce que la publicité choc est efficace? Ça, c'est la question à 1000 $. Si vous veniez chercher la réponse à cette question-là, ou bien une recette sur comment optimiser l'efficacité d'une pub choc, malheureusement, il n'y a pas de réponse tranchée à cette question-là. D'abord parce qu'il faudrait s'entendre sur la notion d'efficacité. C'est efficace pour quoi? C'est efficace pour qui? C'est efficace selon qui? Mais aussi s'entendre sur comment on mesure cette efficacité-là. Il a été démontré que la pub sociale seule a peu d'impact, voire aucun impact sur la modification d'un comportement à risque. Que c'est lorsqu'elle est combinée avec d'autres interventions, des interventions législatives, des interventions coercitives, par exemple, que la publicité sociale donne les meilleurs résultats. Mais qu'est-ce qu'on évalue généralement quand on évalue les effets, l'efficacité d'une pub sociale choc? Généralement, c'est des effets immédiats, des effets à court terme, des attitudes, des intentions, des opinions, des impressions, des cognitions, des émotions, à partir desquelles on va inférer une probable influence sur le comportement, ultime indicateur d'efficacité. C'est sûr qu'idéalement, il faudrait pouvoir talonner pendant un certain temps et de manière incognito, une cohorte d'individus qui ont une pratique à risque pour voir s'ils s'exposent aux campagnes qui les visent, s'ils en parlent et si ultimement ils changent, ça les incite à changer de comportement. Et tout ça en contrôlant pour un paquet de variables pour être sûr que si changement de comportement il y a, c'est vraiment dû à l'exposition publicitaire. Méthodologiquement parlant, c'est impossible. Alors, pour évaluer, étudier l'efficacité d'une pub choc, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Bien, comme moi, on convie des gens à des séances d'exposition publicitaire. On leur montre un paquet de pubs qui diffèrent quant à certains paramètres, comme je viens de le faire finalement. On va utiliser différentes mesures pour évaluer divers types d'effets immédiats à court terme, desquels on va inférer une possible, probable influence sur le comportement. Les réactions qu'on obtient dans ce cadre-là, dans ce contexte plus expérimental-là, ne correspondent pas nécessairement à celles qui ont cours dans un contexte d'exposition naturelle, c'est-à-dire quand on est dans le confort de son salon, qu'on regarde la télé, qu'on est exposé à une pub choc, d'abord, on n'en voit pas 10 de suite, mais on a tout le loisir de s'exposer ou non, de zapper, de baisser le son, de s'affairer à d'autres choses. Alors, il y a une limite, disons, méthodologique aux réactions qu'on obtient dans un contexte d'études, de recherche, parce que ça ne représente pas nécessairement fidèlement la façon dont on réagit naturellement dans le confort de son salon à ce type de pub-là. En revanche, il serait difficile d'évaluer, d'étudier les effets, l'efficacité de la pub choc sans contraindre les sujets à s'y exposer, puis sans avoir un contexte méthodologique expérimental minimal pour réaliser l'étude. Alors, il n'y a pas de consensus à ce jour sur l'efficacité de la pub sociale choc pour entraîner un comportement plus responsable. Les résultats de recherche sont très contradictoires et une des raisons principales à cette contradiction-là, à ce manque de consensus-là, c'est qu'il y a bien trop de variables qui interviennent dans la réception de ce type de pub-là. Il y a beaucoup trop de variables qui médiatisent, modèrent l'efficacité d'un message. Il serait impossible de toutes les prendre en considération dans une seule étude. Exemple de variables d'influence, bien, ne serait-ce que certaines caractéristiques individuelles. Il y a le sexe, l'âge, évidemment, il y a aussi le niveau d'anxiété, mais aussi certains traits de personnalité. Exemple, la recherche de sensations. En anglais, on appelle ça le sensation seeking, et ces gens-là, les sensation seekers,
probablement qu'il y en a parmi vous, ce sont des gens qui ont un besoin de stimulation sur le plan physiologique plus élevé que la moyenne. Ils sont à la recherche de sensations fortes et souvent, ce sont les gens qui font partie du public cible des pubs sociales. C'est-à-dire que c'est des gens qui, généralement, consomment davantage de drogue, d'alcool, ont des rapports sexuels non protégés, ne respectent pas les limites de vitesse, etc. Mais ces gens-là réagissent différemment aux pubs choc que les gens qui n'ont pas ce trait de personnalité-là. Il faut donc en tenir compte lorsqu'on étudie les effets de la pub choc. Autre trait de personnalité auquel je me suis particulièrement intéressée dans le cadre de mes travaux de recherche, l'empathie. Par exemple, je me suis demandé, mais est-ce que les gens très empathiques, c'est-à-dire les gens qui sont capables de se mettre dans la peau de l'autre, ici dans la peau des protagonistes qui sont mis en scène dans les pubs sociales et qui sont capables de ressentir les émotions véhiculées, est-ce que ces gens-là plus empathiques, qui généralement sont aussi plus altruistes, est-ce qu'ils sont plus touchés par les pubs de type alter, c'est-à-dire celles qui exposent le risque de mort, de blessure, de maladie, etc., pour quelqu'un d'autre que soi-même? Et effectivement, il s'est avéré que les pubs alter, comparativement aux pubs égaux, ont tendance à être reçues plus positivement, donc à entraîner des émotions, des pensées, des cognitions plus positives, plus favorables chez les gens très empathiques. Et en fait, chez les gens, peu importe le niveau d'empathie, ce sont les pubs alter qui tendent à avoir un effet plus positif que les pubs égaux. Évidemment, d'autres études sont nécessaires pour confirmer ça, mais mes propres travaux ont révélé notamment cette conclusion-là. L'humeur dans laquelle on se trouve quand on regarde une pub sociale choc, ça va influencer le traitement qu'on en fait. Quand on est de mauvaise humeur et qu'on s'expose à un contenu médiatique négatif comme une pub choc, bien, on va avoir davantage tendance à contre-argumenter, à résister à la persuasion que si on est de bonne humeur. Évidemment, le thème du message, la problématique abordée va influencer le traitement qu'on va en faire. Le type de comportement qu'on dépeint dans la pub, est-ce que c'est un comportement de détection ou un comportement de prévention? Exemple, si la pub vise des hommes et qu'elle veut faire en sorte que les hommes aient passé un test de dépistage pour le cancer de la prostate, c'est un comportement de détection. C'est un one-shot deal. Vous allez passer un test de dépistage pour voir si vous êtes sujet à ce type de cancer-là. C'est beaucoup moins engageant, impliquant sur le plan de la modification comportementale qu'un comportement de type prévention, comme cesser de fumer ou adopter des habitudes de vie alimentaires plus saines, qui, ce type de comportement-là, implique un changement de longue haleine à long terme et plus d'engagement sur le plan personnel. Donc, ça aussi, ça influence notre réception de ce type de pub-là. Évidemment, l'intérêt porté envers le thème, notre implication personnelle, est-ce qu'on se sent partie prenante du public cible ou on se sent complètement à l'écart, auquel cas, on ne traitera même pas la publicité ou son contenu. Et s'ajoute à ça toutes les variables dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on trouve que la menace qu'on expose, elle est sévère? Est-ce que je me sens vulnérable à cette menace-là? Est-ce qu'il y a une solution qui est proposée pour éviter cette menace-là? Auquel cas, est-ce que je trouve qu'elle est efficace? Et surtout, est-ce que je me sens capable de la mettre en œuvre? Et en plus de ça, il y a toutes les variables inhérentes au processus même de traitement de l'information. Le niveau d'exposition. C'est la première fois que je vois la pub ou ça fait plusieurs fois? Le niveau d'attention. Est-ce que j'y porte attention ou je m'affaire à d'autres choses quand je suis en situation de double tâche? Si j'y porte attention, quel genre d'attention j'y porte? Une attention réflexe ou une attention volontaire poussée par mon intérêt envers le thème? Le niveau de compréhension. Est-ce que je comprends de quoi il y a des questions? Est-ce que je comprends les implications sur mon comportement ou les arguments qui sont avancés dans la publicité? Le niveau de réflexion que j'en fais, est-ce que j'y réfléchis? Est-ce que j'élabore autour du contenu de la pub? Il y a des études qui ont démontré qu'une pub trop choc, ça venait nuire, en fait, ça venait créer une charge cognitive, c'est-à-dire prendre trop de place dans notre tête, puis ça nuisait à la réflexion. Donc, il était préférable, pour éviter cette surcharge cognitive-là, d'avoir un niveau de peur modéré. Mais encore une fois, les études ne s'entendent pas, les chercheurs ne s'entendent pas sur cette conclusion-là. Bref, la question de l'efficacité de la pub social choc, elle est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse en donner une réponse aussi simpliste que oui ou non. Et donc, je termine en vous présentant une vidéo de 2013 que probablement certains d'entre vous avez vue parce qu'elle est devenue virale et qui est un exemple d'une nouvelle voie à explorer pour conscientiser, sensibiliser à des problématiques. Ici, c'est la problématique de l'alcool au volant
et qui sort complètement du créneau du format publicitaire standard. On utilise ici le choc autrement, directement sur les lieux où le comportement à risque est susceptible de se produire, ou du moins de se tramer, alors même que le sentiment d'invulnérabilité est à son comble. Et ici, ce sentiment-là, il est aidé par des facultés affaiblies par l'alcool. Alors, dans cette pub-là, qui est aussi une pub, une vidéo, qui est aussi choquante, on a installé un dispositif dans le miroir des toilettes des hommes d'un bar du nord de l'Angleterre et je vous laisse regarder la suite. Hello? Alors, ça conclut ma présentation. Je vous laisse mijoter ces images-là en espérant que vous n'êtes pas dans un état de détresse trop intense, puis en espérant que ça suscite plutôt une certaine réflexion introspective, ça suscite la discussion. Puis j'en profite pour vous remercier chaleureusement pour votre accueil, votre attention. Voilà.